50. Salam alaikum Sénégal ngi Maaleykum salam Sénégal ngi nanga def sawa 8h sur la radio de tout le Sénégal, le grand entretien de Salam Sénégalais. C'est avec vous, Migui Maram Ndiaye. Bonjour. Bonjour Ndeye Fatou. Une fois n'est pas coutume, donc toutes nos excuses aux auditeurs de Radio Sénégal. Ce matin, nous allons réaliser cet entretien spécialement en français, sauf si notre invité nous réserve des surprises. Salam alaikum, Maman. Alaikum salam, Djerjef. Alors, vous ne vous trompez pas, cette voix, c'est celle de Maman, l'Africain qui manie les mots avec finesse, humour et lucidité. Aux yeux même de certains auditeurs de Radio France Internationale, il fait partie des plus brillants chroniqueurs du continent. Une voix libre qui, depuis des années, fait rire en Afrique, mais également pousse les Africains à la réflexion. Bienvenue à Dakar sur Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues avec responsabilité, Maman. Bonjour, oui, Radio Sénégal qui devient Radio Gondwana ce matin. Pendant 30 minutes, le Gondwana prend le contrôle de la RTS Radio. Hein. Oui, notre invité, donc vous l'avez compris, c'est le créateur du célèbre président fondateur de la République très très démocratique du Gondwana. Gondwana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à l'ouest de quelque part, hein, oui, au sud de n'importe où, donc pas forcément en Afrique. Voilà, pas forcément en Afrique. C'est un pays où règne l'injustice, où règne la malgouvernance, où règne l'arbitraire, où il n'y a pas de santé, pas d'école, pas d'infrastructure. Donc chaque pays qui se reconnaîtrait dans un de ces défauts, eh ben, on est au Gondwana. Donc c'est pour ça que le Gondwana, c'est un nuage qui flotte un peu partout. Dès qu'ils voient que ici ça va pas, les citoyens sont brimés, allez Gondwana, il flotte, il va là-bas, il voit on détourne de l'argent du peuple, hop Gondwana. Donc le Gondwana n'est pas forcément africain. Sauf que vous parlez le plus souvent des pays africains. Parce que je suis africain et que j'aime l'Afrique. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, même si après je suis parti commencer ma carrière en Europe. Le continent qui me tient le plus à cœur, c'est l'Afrique. En français, on dit qui aime bien, châtie bien. Je ne veux pas me mettre à parler de la politique chinoise ou de la politique américaine. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je veux que quelque chose de concret se passe et c'est pour moi dans mon continent. J'ai commencé ma carrière d'humoriste en France et même en France, je parlais des problèmes de l'Afrique, des problèmes de démocratie en Afrique. Je parlais de l'immigration, de la mondialisation. Dans mon public, c'était en majorité des Français, il y avait des Africains aussi, mais ces gens-là, je leur parle des problèmes de délestage, leurs problèmes de pas de dispensaire, pas d'école et tout, ils applaudissent, ils sont avec moi. Mais dès qu'ils sortent de la salle, ils se retrouvent dans le confort de Paris où il y a le métro, où il n'y a pas de coupure de courant, où tout va bien, il y a la sécurité sociale. Donc ils sont avec moi, mais les problèmes ne les touchent pas. C'est pour ça que je suis rentré en Afrique en 2015. Les gens pensent que je vis à Paris. Non, je vis à Abidjan, en Côte d'Ivoire et je suis au Niger, mon pays, un peu partout. Aujourd'hui, je suis au Sénégal avec vous. Donc quand je parle de ces problèmes-là qui touchent les Africains, à ce public qui est dans la salle, qui vit ça au jour le jour, il est content et le rire est un peu un soulagement. Alors Maman, au Sénégal, ce n'est pas une première. Vous êtes donc de retour à Dakar, oui. Cette fois-ci avec un nouveau spectacle au titre évocateur, Histoire pas drôle d'Afrique. Le président du Gondwana, qu'est-ce qu'il prépare? Un coup d'état humoristique ou une réélection surprise au Grand Théâtre demain? Le président fondateur, notre leader bien-aimé, il ne peut pas se faire coup d'état à lui-même puisqu'il est président depuis toujours jusqu'à fatiguer, comme on dit. Donc, le Gondwana, notre beau pays, ce spectacle, Histoire pas drôle de l'Afrique, je parle du Gondwana, bien sûr, pendant le spectacle, mais je parle aussi et surtout de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique. Je parle de la conférence de Berlin en 1884, quand les puissances de l'époque se sont réunies pour se partager l'Afrique, qui pour eux était un gâteau inexploité. Et je montre que les problèmes qu'on a aujourd'hui remontent aussi à là-bas, remontent à l'arrivée de ces puissances européennes sur nos côtes africaines. Et j'essaie de montrer pourquoi. Et pourquoi les problèmes d'aujourd'hui, le djihadisme, les guerres
entre pays, le manque de gouvernance. Pourquoi ça a cette résonance-là dans l'histoire et comment y remédier? Mais déjà, établir ce diagnostic par l'humour, c'est ce que je fais dans ce spectacle. Alors, pourquoi ce thème concernant l'histoire pas drôle de l'Afrique? Pourquoi vous avez opté cette fois-ci, après votre premier film, de parler de ce thème-là? Le contexte, qu'est-ce qu'il explique? Ça fait longtemps que je porte cette thématique d'histoire que je veux mettre sur scène, et ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est une lourde responsabilité de monter sur scène, prendre un micro et parler aux gens. Donc il faut bien travailler, bien étudier ce qu'on fait. Et l'histoire aujourd'hui, il suffit de voir ce qui se passe en Afrique. Qu'est-ce qu'on voit? La résurgence des thèmes de souveraineté, des termes de panafricanisme. On voit ressurgir Sankara, Kwame Nkrumah. Les gens nous parlent de colonisation, d'apatride. C'est des mots qui ressortent. En fait, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ont soif de leur histoire. Et il faut que nous, les Africains, parlons de notre histoire par des Africains, pour les Africains, et en parlant de l'Afrique. Et les humoristes, on doit prendre cette thématique-là pour mettre tout sur la table, décortiquer ça et parler de colonisation sans fuir la vérité. Il y a notre responsabilité, il y a la responsabilité des colons, il y a la responsabilité de tout le monde. Pourquoi 65 ans après les indépendances, on en est là encore en train de parler de colonisation, d'esclaves de maison? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a ratées, des choses qu'on a cachées. Et par l'humour, on peut tout dire. On peut tout dire. Tout à l'heure, je discutais avec le directeur de la radio et il me disait, vous, par l'humour, vous dites des choses que les gens ne peuvent pas dire. Et je lui ai dit, oui, si j'étais syndicaliste ou opposant politique, ce que je dis dans le Parlement du Rire, eh bien, Gou, Digbe et moi, on allait se retrouver en prison. Mais comme on est des humoristes et comme on ne cite pas de nom et comme ce qu'on dit est vrai et drôle, eh bien, ça a ce succès-là. Et vous parlez de rire intelligent. Oui. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la force de l'humour engagé? L'humour engagé, moi je parlerai d'humour. Tout humour doit être ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut rire n'a qu'à prendre son téléphone portable, il va sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos drôles par millions qui sont là. Donc un humoriste qui monte sur scène et qui demande au public de payer un ticket pour venir s'asseoir et regarder, ça veut dire qu'il faut bien travailler, il faut le respect du public. C'est un métier. Donc comme tout métier, si je fais du tchéboudienne dans mon restaurant, il faut que ça soit le meilleur tchéboudienne. Il faut que ça soit le tchéboudienne le plus, avec les ingrédients les plus frais, les mieux choisis, et que la personne qui va le manger se dise, ouais, je vais revenir là, et puis qui va en parler. Et l'humoriste sur scène, ça doit être ça. On doit être meilleur que les vidéos drôles de TikTok, Facebook ou Instagram. Donc, ce métier, l'humour, doit participer à la prise de conscience, à la conscientisation des Africains, de la jeunesse. Si nous ratons encore cette étape de conscientisation de notre jeunesse, on rate quelque chose et l'Afrique ne s'en sortira pas. Parce qu'on est le continent le plus jeune. Le pourcentage de jeunes Africains de 15 ans ou de moins de 20 ans, c'est le continent le plus jeune. Et c'est une force. Les autres nous disent, oui, l'Afrique, vous faites trop d'enfants. En fait, ils sont jaloux et ils savent que c'est une force qu'on a. Eux, ils sont vieux. Il n'y a que des vieux là-bas. Même pour payer les retraites, il n'y a pas beaucoup de gens. Et du coup, l'immigration, ça les arrange. Parce que Alors, oui, vous évoquez la colonisation, les dérives des États africains, la migration. Oui. Est-ce que ce n'est pas risqué de mêler l'humour et ces questions qui sont considérées comme des questions très sensibles? L'humour, il n'y a pas mieux que l'humour pour parler de ça. Aujourd'hui, on se souvient de qui, les humoristes? Je parle juste de la France. On se souvient de qui? De Coluche, de Desproges et peut-être de Raymond DeVos. Tous les autres, on les oublie. Pourquoi? Parce que c'est des humoristes qui ont parlé des mots de l'époque. Coluche, vous l'écoutez aujourd'hui, il est mort dans les années 80, vous l'écoutez aujourd'hui, c'est d'actualité. Coluche a créé les restaurants du cœur où il vient en aide aux gens qui n'ont pas à manger. Desproges parlait des ravages de la politique. L'humour, on n'invente pas, il n'y a pas que la France.
En Afrique, dans toutes nos sociétés, on a les griots. Vous allez dans n'importe quel village, à l'époque, le griot, il est là. C'est lui qui est le détenteur de l'histoire de chacun. Tu te lèves, tu marches, le griot, il va raconter ton histoire, ton grand-père, tes ancêtres, il connaît tout. Et c'est lui, par quelques saillies d'humour, peut dire la vérité au roi qui est là assis à côté de lui. Donc ce n'est que par l'humour qu'on peut dire certaines choses. Mais est-ce qu'il peut guérir certaines blessures de l'histoire? Ah oui, l'humour peut guérir parce que déjà, quand on arrive à faire rire, par exemple, par l'histoire de la colonisation, si on arrive à faire rire par la colonisation, ça veut dire que on a compris la colonisation et on arrive à sortir le côté absurde de ça. Et c'est ce qui est important dans l'humour. L'humoriste doit être cultivé. L'humoriste doit maîtriser son sujet et essayer donc de retourner sa thématique-là pour la rendre drôle. C'est très, très difficile et c'est pour ça que j'invite tous mes collègues humoristes, les jeunes qui sont en train de nous écouter, qui veulent être humoristes, à être curieux, à lire tout ce qui leur passe entre les mains, la science, l'histoire, la linguistique, le sport, tout, et pas juste s'intéresser aux grivoiseries, vraiment à l'écume, quoi. Et en parlant de jeunes, que pensez-vous des jeunes talents d'Afrique? Ben, les jeunes talents d'Afrique ont besoin de formation et ça fait partie de ma mission en ce moment, après le Parlement du Rire, Abidjan, capitale du Rire. Donc j'ai cette émission, j'ai ce festival, j'ai créé un comédie club aussi à Abidjan. Ma mission aujourd'hui, mon challenge, c'est de monter une école pour former les humoristes, les comédiens de demain, les techniciens de demain, les scénaristes, les chroniqueurs de demain. Et on a besoin de formation. Et en Afrique, on a besoin de formation à tous les niveaux, électricien, médecine, avocat, on a besoin de formation, les gens sont là. L'humour est un métier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes qui ne vivent que de ça. Les Goud, Digbe, Maman, Magnifique, Agalawal, c'est leur métier. On vit de l'humour. Il y a 10 ans, c'était impossible. On est en train de suivre l'évolution que le football a connue. C'est pas à vous les Sénégalais que je vais parler d'école de football. Les Sadio Mané, toute cette génération-là, tous ces lions qui ont battu le Sénégal, ils ont été formés dans des écoles ici. Et donc tout est formation. Quand on prendra au sérieux la culture, le sport, on comprendra que les États-Unis dominent le monde pas par leur armée, pas par leur économie, mais par le soft power, par la culture. Aujourd'hui, les jeunes du monde entier veulent être américain, on veut s'habiller en casquette, quand on veut voir un film, c'est un film américain qu'on veut voir, on va sur Netflix et tout. Donc il faut qu'on prenne au sérieux la culture, nous les Africains. Par la culture, nous pouvons avoir notre narratif, raconter le monde, raconter nos histoires. Black Panther a été un grand succès. Ils sont venus prendre les histoires des Africains. Ils en ont fait un film qui a gagné des milliards. Avec des artistes. Avec des artistes. Baba Mal, voilà. Pourquoi c'est pas les Africains qui ont fait ça? Ben parce que on ne prend pas la culture au sérieux. Pour nous, la culture, c'est quand il y a des baptêmes, quand il y a des mariages, quand on veut danser, et puis c'est tout. Non, c'est un moyen de dominer le monde. Un petit pays comme la Jamaïque domine le monde avec le reggae. Elle nous a donné Bob Marley, qui est intemporel. Voilà. Oui. Parlons de histoire pas drôle de l'Afrique. Vous évoquez également Cheikh Anta Diop, Senghor, Thiaré 44. Oui. Pourquoi c'est important de rappeler ces figures dans ce spectacle d'humour? Parce que dans l'humour, il faut parler des figures qui nous ont marqués, des figures qui sont entrées dans le langage universel. Aujourd'hui, les jeunes Africains, quand on leur demande quels sont les grands hommes, prenez un Africain de 15 ans ou même de 20 ans, quels sont les grands hommes noirs de l'histoire, il va dire Martin Luther King, Malcolm X, comme s'il n'y a pas de grands hommes africains. On a des Senghor, on a des Cheikh Anta Diop, on a des Amadou Hampâté-Bâ, on en a plein partout en Afrique. Et donc, par l'humour, si on arrive à sortir certains noms, certains mots, ça veut dire qu'ils sont entrés dans le langage populaire. Ça veut dire que demain, on va en parler. Si je parle devant un public à 100% français de Cheikh Anta Diop, il ne sait pas ce que c'est. Et je lui rappellerai, juste en disant le discours de Dakar, il comprendra que ça a eu lieu à l'université
l'université. Et c'est quelque chose qu'on doit, nous, les Africains. On ne va pas attendre que quelqu'un parle de l'histoire de l'Afrique, des grands hommes africains. C'est nous qui devons en parler. Alors, vous êtes en tournée dans plusieurs capitales africaines. Oui. Comment est perçu votre spectacle d'un pays à l'autre? Et est-ce que vous allez venir avec... vous serez seul ou bien avec le Parlement? Ah là, c'est un one-man show, je serai tout seul. Donc, le Parlement du Rire, on viendra bientôt en tournée ici au Sénégal. Mais là, c'est vraiment mon métier de base, seul sur scène. J'ai commencé comme ça. Le Parlement du Rire, je l'ai créé en 2015 à Abidjan pour vraiment parler d'autre chose que de ce que je parle dans mon one-man show. C'est mon métier. Et donc, quand j'étais venu ici au Sénégal, les années précédentes, c'était avec mon one-man show que j'étais venu. Et là, dans ce spectacle, l'histoire pas drôle de l'Afrique, c'est vraiment l'Afrique, le monde, la vision d'un Africain. Qu'est-ce qu'on voit du monde? La migration, c'est quoi? Des migrants. Aujourd'hui, dès qu'on dit migrant, on ne voit pas un blond aux yeux bleus, on voit un Africain. Les Africains, on change de nom en fonction de la politique, en fonction de l'actualité. Quand on dit tirailleur sénégalais, on voit un Africain. Même si tu es burkinabé, de voltaïque plutôt à l'époque, ou ivoirien ou nigérien, on disait t'es tirailleur sénégalais. Quand on dit travailleur immigré, les gens voient spontanément un Africain. Quand on dit migrant, c'est les Africains. Mais pourquoi la langue, les mots, il y a des mots en français qui sont faits pour nous les Africains. Quand je dis palabre, et quand on dit palabre, c'est les Africains qu'on voit. Hein. Oui, quand on dit indigène, on voit africain. Il y a des mots qui sont là que pour nous. Je prends Senghor, par exemple, c'est un grand écrivain, académicien et tout, qui écrivait dans le français le plus filtré. Mais Senghor, il n'est pas un écrivain français. On dit c'est pas de la littérature française, c'est de la littérature francophone. C'est-à-dire que c'est différent. Donc il y a des mots qui sont faits pour nous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'opinion publique africaine? On dit opinion publique française ou américaine. Non, nous on dit les masses africaines. Ou pour les Arabes, on dit la rue arabe. Il y a des mots qui stigmatisent nous. Et donc, dans ce spectacle, c'est de ça que je parle. Et partout où je suis passé, Kinshasa, Lubumbashi, Libreville, Douala, Yaoundé, Bamako, N'Djamena, où j'ai joué ce spectacle, vraiment, c'est un moment de communion, un moment de joie. Et les gens découvrent un autre Maman que celui qu'ils connaissent comme président dans le Parlement du Rire. C'est facile de faire rire en Afrique. Est-ce que aussi on peut rire de tout? On peut rire de tout à condition d'être drôle, d'être respectueux du public qui nous écoute et pas d'attaques blessantes, pas de vulgarité. Ça, c'est ce que je suis sur scène. Il n'y a pas de rire en Afrique ou en Europe. Les gens sont les mêmes partout. Et il suffit vraiment d'être drôle pour que les gens rient. J'ai commencé ma carrière en France et je ne vois pas de différence quand je suis au Congo, quand je suis au Cameroun et quand je serai demain au Sénégal. Il y a un rire qui est universel, mais il faut connaître la culture du public. Il faut vivre la culture du public pour pouvoir le faire rire. Alors, le Gondwana Ndeye Fatou est presque devenu un mot courant en Afrique francophone. Oui. Est-ce que cela vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. C'est ce que je voulais au départ et le résultat me satisfait. Je suis content. Aujourd'hui, le Gondwana est devenu vraiment le synonyme de tout ce qu'on ne veut pas que nos pays africains deviennent. Un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté tout court, pas d'infrastructures de santé, d'éducation, pas de route, pas d'avenir pour les jeunes. C'est ça, le Gondwana. Et aucun pays ne regroupe presque toutes ces tares-là, et c'est pas juste l'Afrique. Donc aujourd'hui, je suis content de voir, par exemple, quand des syndicalistes ou quand des jeunes disent à un député ou un ministre ou un président, non, Excellence, nous on veut pas ça, on n'est pas au Gondwana. Hein. Voilà, ça veut dire que les gens ont compris que le Gondwana, c'est ce repoussoir qu'on veut pas. Au départ, quand j'ai commencé cette chronique, beaucoup d'Africains me disaient, ouais, toi tu caricatures les pays africains, tu te moques des Africains. Vous n'avez rien compris à la fonction, à l'utilité de l'humour. Je dis, moi, je ne veux pas venir à les 3 minutes que j'ai à l'antenne pour dire, oui, l'Afrique est belle, venez en Afrique. Je ne suis pas ministre du tourisme, je ne suis pas ministre de la communication. Je suis un humoriste qui met le doigt là où ça gratte, là où ça fait mal. Et vous l'avez dit, le Gondwana, c'est ce qu'on ne veut pas. Comment en sortir, selon vous? En travaillant,
en misant sur la jeunesse, en misant sur la formation, l'éducation. C'est la base de tout. Si on forme notre jeunesse, eh bien, l'avenir est tracé. On n'est pas plus bête que les autres. Vous partez dans toutes les universités, dans le monde entier, même en Chine, en France, aux États-Unis, au Canada. Vous voyez les majors des promotions, il y a beaucoup d'Africains dedans. Ça veut dire que quand on a les conditions, quand on met la priorité à l'éducation, nous aussi, on va monter très vite. Et il y a des pays africains qui montrent l'exemple. À chaque fois que je pars du Sénégal, puis je reviens quelques années plus tard, je vois qu'il y a une évolution. Je vois l'aéroport qui est impeccable, qui n'a rien à envier aux aéroports internationaux du reste du monde. L'autoroute, je vois des immeubles qui poussent, je vois la RTS, les images sont impeccables, qui n'a rien à envier aux chaînes européennes. Ça veut dire qu'on peut le faire. Alors, vous dites souvent également que ceux qui sont à la tête de nos pays ne sont pas des dieux. Est-ce que c'est facile de critiquer aujourd'hui, ici en Afrique, le pouvoir? Il ne faut pas critiquer le pouvoir, il faut critiquer ce que fait le pouvoir. C'est les actes qu'il faut critiquer. Quand on critique les hommes au pouvoir, on devient un opposant politique. Moi, ce n'est pas la lutte des hommes qui m'intéresse. Les hommes passent, mais le pouvoir reste, les actes restent, la politique reste. En tant qu'humoriste, moi, c'est ce qu'on fait de l'Afrique, ce qu'on fait de nos pays. C'est ça que je ne critique même pas. Je mets ça sur la table, c'est tout. Je dis, vous regardez comment ça se passe. Quand je dis que le président fondateur respecte la Constitution, respecte la démocratie, quand je dis qu'il a instauré la limite des 2 mandats, je ne fais que dire la vérité. Mais je trace l'absurdité en disant qu'au Gondwana, on ne peut pas faire plus de 2 mandats parce que chaque mandat dure 99 ans. Donc, vous voyez, c'est absurde, oui. Ça vous fait rire, mais c'est pour dire que il fait 2 mandats de 99 ans, c'est-à-dire qu'il est président à vie. Ouais. Et il y a nos présidents qui triturent la Constitution pour ça. Et c'est que les actes qu'on doit stigmatiser, qu'on doit mettre sur la table pour que le public voit et que le public trouve que ce n'est pas normal que ça soit comme ça. Moi, c'est tout ce que je veux. C'est que les gens se disent que nos hommes politiques, nos dirigeants, c'est pas des dieux. En Afrique, on a toujours eu ce respect du chef, ce respect du grand frère. Mais ça arrange, parce que tu es le grand frère, parce que tu es le plus âgé, parce que tu es le plus tonton. Dans une réunion au ministère, on est en train de faire le bilan, on est en train de faire tracer les actions de la politique qu'on doit mener, parce que tu es le grand frère, tu es le tonton. C'est toi qui as raison. Même si tu as tort, tu as raison. Non. Le grand frère n'a pas toujours raison. Le grand frère doit démontrer qu'il a raison. Et il faut que les jeunes Africains aient ça. Nos jeunes qui sont formés en Europe, ils le voient. Aujourd'hui, un jeune Américain de 22 ans, il n'a aucun complexe à prendre la parole devant une assemblée de présidents, de ministres, parce que dès tout jeune, on lui montre que c'est la compétence, les arguments qui comptent. C'est pas parce que c'est le plus âgé qui parle. Vous allez venir voir dans une réunion du FMI ou de la Banque mondiale avec nos ministres des Finances, peut-être un gamin de 22, 23 ans qui va se lever, faire un exposé avec PowerPoint et tout mener, mais nos jeunes qu'on forme ici, on leur dit non, toi tu es le petit, tu ne dois pas parler. Alors, avant d'évoquer la dernière partie de cet entretien, on va parler actualité dans cette dernière partie, oui. Mais sur cette lancée, est-ce que vous avez par le passé à subir des pressions ou bien des censures? Non, aucune censure. Par exemple, à RFI, je n'ai aucune censure. Il n'y a personne qui sait même de quoi je vais parler avant que je parle. Personne ne relit ma chronique. D'ailleurs, quand je suis à Dakar, là, ce matin, ma chronique a été passée. Je l'ai faite dans l'avion, je l'ai enregistrée et puis je l'ai envoyée. Personne, il n'y a pas ce contrôle-là. Maintenant, quant aux pressions politiques ou des menaces politiques, je n'en ai jamais eu. Parce que je ne cite pas de nom, je ne cite pas de pays, je ne cite pas de nom d'un homme politique à l'antenne sur RFI. Mais les gens savent de qui je parle. Je fais confiance à l'intelligence des gens qui nous écoutent. Et du coup, quand je vais dans plusieurs pays, je rencontre des ministres, je rencontre des présidents qui m'invitent à venir et puis m'encourager parce qu'ils ont compris.
Ils ont compris c'est quoi ma mission, de quoi je parle. Et puis souvent, et quand ils m'invitent aussi, c'est pour me démontrer que le Gondwana, c'est pas eux. C'est l'autre. C'est l'autre, voilà. Alors, notre invité de ce matin, c'est Maman, l'humoriste et chroniqueur sur RFI. On parlait tout à l'heure du Gondwana, qui est un miroir de l'Afrique. Alors, que dirait le président fondateur sur la situation politique, d'abord au Sénégal, ensuite en Afrique de l'Ouest? Ça, le Gondwana, je parle jamais de nom précis. Je ne prends jamais de nom, je dis le Sénégal ou pas. Mais sur scène, dans mon spectacle, c'est différent. Là, je dis les noms. Je dis le Sénégal, je dis Paul Biya, je parle je dis Côte d'Ivoire, Niger. Là, c'est autre chose. Là, sur scène, c'est Maman. Oui, mais là, on vous invite à donner votre vision sur ce qui se passe au Sénégal, mais également en Afrique. Je le dis dans mon spectacle. Venez demain, vous allez voir. Là, à la radio, je peux pas le faire parce que la différence entre la radio et le spectacle sur scène, c'est que pour un spectacle, les gens ont fait la démarche de venir, de prendre leur ticket. Ils savent ce qu'ils vont voir. À la radio, les gens, il y en a qui sont là pour écouter Fatou, pour t'écouter toi. Et puis hop, il y a Maman qui arrive. Donc c'est par hasard que je suis là et ils sont pas préparés à entendre ce que je vais dire. Et puis quand on parle de politique, il y a toujours un contexte. C'est pour ça que souvent, juste un mot, une phrase sortie de son contexte, ça crée des polémiques. Or moi, c'est pas mon rôle. Mais sur scène, oui, je veux parler de la politique au Sénégal. Je veux parler de beaucoup. Des pays de l'AES également. Des pays de l'AES, mon pays, le Niger. Voilà, je veux parler de l'AES, je veux parler du Mali, je veux parler de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad et tout. Voilà, je sais que les gens vont venir s'asseoir, écouter, regarder, parce que mon public, c'est pas un public de gougnafier. Mais est-ce que vous avez l'impression que les présidents africains vous écoutent ou bien vous redoutent? Non, ils écoutent, ils me redoutent pas. Un président, moi je suis qu'un petit humoriste. Un président, il a toutes les forces à sa disposition d'un président. Il sait que je suis un humoriste, je vais faire mon spectacle, je m'en vais. Non, si un président a peur d'un humoriste, c'est qu'il ne connaît pas son pouvoir, c'est qu'il n'est pas digne d'être président. Non, les présidents n'ont pas peur de moi. Ouh là là, loin de là, loin de là. Aujourd'hui, un président peut me faire arrêter, peut me faire expulser. Je ne suis rien. Donc, il faut chacun doit savoir la portée de ses actes, doit savoir son pouvoir, doit savoir son degré de liberté. Ce que je fais, c'est toujours dans le respect de l'être humain. Je ne critique jamais la personne. J'expose ce qu'il fait. Mais la situation qui se passe dans les pays de l'AES, cette situation vous parle? Ah oui, ça me parle, puisque je suis nigérien, né au Niger, j'ai grandi au Niger, même si après j'ai grandi un peu partout en Afrique, ça me parle. Quand je vois que dans tous les chiffres macroéconomiques, les pays de l'AES sont les derniers. Avant, on ne disait pas les pays de l'AES, on disait les pays du Sahel. Donc Mali, Sénégal, pas Sénégal, Mali, Niger, Burkina, même le Tchad et tout. Le Sahel, c'est une région qui est très difficile. La nature est très dure, il fait très chaud, c'est sec, l'agriculture est vraiment moribonde, quoi. Donc il y a des richesses. Le Niger, l'un des premiers producteurs d'uranium, j'en parle dans mon spectacle. J'ai dit que voilà, le premier producteur d'uranium, le Niger, mais c'était pas notre uranium, c'est l'uranium de la France. Donc je dis le Niger, voilà, on est là, on voit l'argent entrer, sortir, on est comme des vigiles devant une banque, quoi. Oui, si vous avez des questions. Moi, j'ai remarqué que vous êtes très attaché au Sénégal. C'est quoi la 4e fois que vous venez au Sénégal? Que représente ce pays pour vous? Pour le Sénégal, déjà avant, on était tous des tirailleurs sénégalais, qu'on soit du Niger. et le Sénégal, c'est l'Afrique. Je me souviens, j'étais en France quand le Sénégal, en 2002, avait battu la France au match d'ouverture de la Coupe du Monde. Partout où je passais, on disait Sénégal, je disais oui. On était tous sénégalais. Ah ouais. Dès on a été camerounais, on a été nigérian, le Sénégal c'est l'Afrique. Et on a cette chance, nous les Africains, contrairement aux Européens, on a cette chance que l'Afrique pour nous c'est un pays.
On est tous africains, indépendamment de nos nationalités. Quand on est à l'étranger, d'ailleurs, c'est pas pour rien que le panafricanisme est né à l'étranger. Le mouvement de la négritude est né à l'étranger. Parce que quand on est à l'étranger, dans les rues de New York ou de Paris, quand on voit un noir, on lui dit spontanément bonjour. C'est un Africain, c'est un frère pour nous. Donc il y a ce sentiment-là et on doit le travailler. C'est une chance pour nous, mais on reste toujours à se cantonner dans nos frontières. Ouais, toi, t'es Sénégalais, toi, t'es Mauritanien, toi, t'es Malien, toi, t'es Nigérien. Alors qu'on est des frères, on vient du même continent, l'Afrique, et il faut qu'on transforme ce continent en pays. D'accord. Alors, peut-être les 2 dernières questions. La première, elle est liée au cinéma. Disons, votre film, Bienvenue au Gondwana, Oui. était attendu au FESPACO, mais finalement, Oui. vous nous avez fait faux bon. Non, je ne l'ai pas amené parce que si je venais, j'allais gagner la Palme d'Or et tous les prix. Donc, j'ai dit, je vais laisser les autres réalisateurs gagner. Alors, si vous deviez écrire un nouveau pays imaginaire, à quoi ressemblerait-il ? Il existe, c'est un pays qui s'appelle le Yafoy, le pays où tout va bien. C'est ça que je veux que le Gondwana devienne le Yafoy. Le Yafoy, c'est en langue bambara, je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, tout va bien, quoi. Donc c'est ce pays-là, je veux que le Gondwana devienne la République du Yafoy, le pays où tout va bien, le pays où il n'y a pas de problème. Les enfants vont à l'école, tu appuies sur le bouton, il y a le courant, tu ouvres ton robinet, il y a l'eau, il y a des dispensaires, des hôpitaux. Voilà, l'Afrique, le monde entier, qu'on soit mexicain, qu'on soit sénégalais ou japonais, ce qu'on veut, c'est faire manger sa famille, que nos enfants aillent bien, qu'ils aillent à l'école, qu'on entende des rires d'enfants partout. Et que, comment faire pour y arriver ? Il faut juste travailler, il faut que les dirigeants n'oublient pas pourquoi ils sont élus, pourquoi ils sont à la tête, ils ont cette chance-là, ce privilège d'être à la tête des destinées de millions de gens. Ils sont là pour le bien-être de la population, au service, ils sont là pour servir et qu'on donne la priorité à l'éducation, à la formation, que nos jeunes sachent lire, écrire, apprennent le travail et un cerveau bien formé pour lire le monde, écouter le monde, pour ne pas qu'on soit toujours à la traîne du monde, parce que l'Afrique, on a cette chance-là, on a toutes les matières premières, on a la nature la plus généreuse, et on a la jeunesse la plus nombreuse, la jeunesse la plus vigoureuse. Et beaucoup de pays en Europe aujourd'hui, c'est des populations vieillissantes. Et ils nous regardent avec envie, ils nous regardent avec jalousie. C'est pour ça qu'ils sont sans arrêt en train de nous dire qu'on fait trop d'enfants. Maman l'Africain, vous nous donnez rendez-vous demain donc au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Oui. Qu'est-ce que vous nous réservez comme surprise ? On va rire et rire de l'Afrique, de l'actualité. On va comprendre pourquoi on nous dit toujours qu'on est des migrants partout où on est. Quand on voit un Africain dans les rues de Paris à côté de la Tour Eiffel, on va jamais dire que c'est un touriste. On pense que c'est un migrant. Qui vend à la Tour Eiffel, miniature, voilà, que les Africains ne peuvent pas être des touristes. Et c'est vrai que les Africains, on ne fait pas de tourisme en Afrique. Parce que quand tu vois un Sénégalais au fin fond du Sénégal, tu ne vas pas dire qu'il fait du tourisme. On le sait, nous Africains, on ne fait pas du tourisme, on va au village. Question d'un auditeur pour finir, avant de donner la parole à Oulay Kane Ndeye Fatou. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump ? Donald Trump, oui. C'est président fondateur même par essence. Trump, il a tous les caractéristiques de président fondateur. Donc quand je dis président fondateur, les gens n'ont qu'à regarder Donald Trump. C'est exactement lui. Vous allez voir, il veut modifier la Constitution pour se faire un 3e mandat ou un 4e et tout. Voilà. Donc président Donald Trump, d'ailleurs j'en parle dans la chronique sur RFI, la cour de récré. De même que votre ami Paul Biya. Paul Biya, c'est Highlander, c'est comme ça que les Camerounais le surnomment. Le film commence, il finit, il est toujours là. Il passe plus de temps en Suisse qu'au Cameroun. De temps en temps, il revient au Cameroun et là, les Camerounais disent « Le président Paul Biya est en visite officielle au Cameroun. » Voilà. Merci beaucoup, Maman. Ça a été un plaisir de vous recevoir ce matin dans notre émission matinale Salam Sénégal, l'émission matinale qui réveille tous les Sénégalais. Voilà, ils se réveillent, ils prennent leur thé et puis ils viennent demain à 20h30, le vendredi 13,
pour le spectacle Histoire pas drôle de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Ndeye Fatou. Merci Migui Maram Ndiaye mbokk yi jërë ngeen jëf ci teewlu bi mu nekkoon Mamane ganu Grand Entretien bu Salam Sénégal dama leen di bàyyi ak Ouleye Kane ci li nga xam ne ni moo des ci programme bi ñu daal di wax rek li nga xamante ne ni mooy tournée économique bu njiitu réew bi ci bët gànnaaruk réew mi loolu la Ouleye Kane di waxtaanee tey ak yéen ngeen mën ko jokkoo ci 88 628 73 46 jërë ngeen jëf ba suba ak beneen Salam Sénégal. Sénégal ngi nanga def sawa Sénégal ngi maa ngi fii c'est ça Sénégal ngi rajo Sénégal indi ay coppite ngir li gën waaye ngir li leen di bégal rajo Sénégal fii la jant bi di fenkee bu juróom benni waxtu jotee ci suba gi Salam Sénégal ay xibaar yu wér te bees ay archive ay fàttaliku ak i chronique